Tu marches dans un couloir vide. Tu te tiens normalement. Tu parles à voix haute si tu veux. Puis une porte s'ouvre. Quelqu'un entre. En une fraction de seconde, ta posture change, ta voix baisse. Ton visage se réorganise. Tu n'as rien planifié. Et pourtant tout a changé. Mais la vraie réponse à ce qui vient de se passer est bien plus étrange que tu ne le penses. Tu n'as pas décidé de changer. Tu n'as même pas eu le temps de décider. Quelque chose en toi a réagi avant que tu aies pu y réfléchir. Et ce quelque chose existe depuis bien plus longtemps que les couloirs, les bureaux ou les réseaux sociaux. Pendant des centaines de milliers d'années, être vu par les autres n'était pas un détail social. C'était une question de survie. Un groupe qui te voyait coopérer te protégeait. Un groupe qui te voyait trahir pouvait t'abandonner. Et dans un monde sans police, sans hôpital, sans filet de sécurité, être abandonné par le groupe équivalait souvent à mourir seul. Imagine un instant la vie dans un petit campement, il y a très longtemps. Une trentaine de personnes, peut-être moins. Chacune connaît le visage des autres, leur démarche, leur façon de réagir à la fatigue ou à la peur. Dans ce monde, ta réputation n'était pas une opinion abstraite. Elle déterminait littéralement qui partagerait sa nourriture avec toi pendant une mauvaise saison, qui te défendrait en cas de danger, qui t'inclurait dans la prochaine décision du groupe. Alors une partie de toi a appris, génération après génération, à surveiller en permanence une seule question. Qui me regarde et que pense-t-il de ce qu'il voit? C'est cette question, encore active aujourd'hui, qui explique pourquoi tu changes dès qu'un regard se pose sur toi. Le sociologue Erving Goffman a passé des décennies à observer ce mécanisme. Dans les années 1950, il a comparé la vie sociale à une scène de théâtre. Selon lui, chaque interaction humaine possède une coulisse et une scène. En coulisses, tu es détendu, brut, parfois maladroit. Sur scène, dès qu'un regard se pose sur toi, un personnage s'active automatiquement. Pas un personnage faux, un personnage ajusté, une version de toi conçue, sans réflexion consciente, pour être accepté par celui qui regarde. Goffman appelait cela la gestion des impressions. Et le détail le plus troublant de son observation, c'est que ce mécanisme ne demande pas la permission. Il s'active avant que tu aies eu le temps de te demander si tu voulais vraiment changer. Tu fais exactement cela plusieurs fois par jour, sans même t'en rendre compte. Pense à la dernière fois que tu as toussé en public, alors que seul chez toi, tu aurais peut-être laissé échapper un bruit bien plus brut. Pense à la façon dont ta voix change légèrement au téléphone si quelqu'un entre dans la pièce. Pense à la manière dont tu marches différemment lorsque tu sais qu'on t'observe par une fenêtre, même si personne ne te connaît. Ce ne sont pas des mensonges. C'est une calibration sociale automatique, héritée d'un temps où l'image que les autres avaient de toi pouvait littéralement décider de ton avenir dans le groupe. Mais il y a une couche encore plus troublante. Tu ne te contentes pas de changer ton comportement devant les autres. Tu changes parfois ce que tu penses être vrai, simplement parce que les autres semblent penser autrement. C'est exactement ce qu'a démontré le psychologue Solomon Asch dans une expérience devenue célèbre dans les années 1950. Il plaçait une personne dans un groupe de plusieurs autres participants, en réalité tous complices. On montrait des lignes de longueur clairement différentes, et on demandait à voix haute laquelle était la plus longue. Les complices donnaient volontairement une réponse fausse, évidente, absurde. Et pourtant, dans une part significative des cas, la personne testée finissait par donner la même réponse fausse que le groupe. Pas parce qu'elle ne voyait pas la vérité. Ses yeux fonctionnaient parfaitement. Mais parce que contredire le groupe, même sur un fait visible, déclenchait un inconfort presque physique. H a interrogé certains participants après l'expérience. Plusieurs ont admis avoir continué à avoir la bonne réponse, tout en répétant la mauvaise à voix haute. Leur perception n'avait pas changé. Leur comportement, lui, s'était plié au groupe en quelques secondes. Pose-toi la question suivante. Combien de fois as-tu été d'accord avec une opinion, simplement parce que tout le monde autour de toi semblait déjà d'accord? Ce besoin d'alignement n'est pas une faiblesse personnelle. C'est un comportement appris, profondément ancré, qui a permis à des groupes humains entiers de rester soudés face à des dangers extérieurs. Un groupe divisé, en désaccord constant, était un groupe vulnérable. Un groupe aligné, même artificiellement, survivait plus facilement. Mais voici le tournant qui rend tout cela encore plus inconfortable.
Tu ne te contentes pas de t'ajuster devant les autres. Tu t'ajustes parfois même devant toi-même, comme si une partie de toi observait l'autre. Le psychologue Léon Festinger a étudié ce mécanisme à travers ce qu'il a appelé la dissonance cognitive. Lorsque ton comportement entre en contradiction avec l'image que tu veux avoir de toi-même, une tension intérieure apparaît. Et pour calmer cette tension, tu ne changes pas toujours ton comportement. Souvent, tu changes ta façon de raconter l'histoire. Festinger a observé ce phénomène dans des contextes très différents, mais le schéma restait identique. Une personne agit d'une certaine façon. Cette action contredit la version d'elle-même qu'elle préfère croire. Plutôt que d'accepter l'inconfort, l'esprit réécrit discrètement le récit, jusqu'à ce que l'action et l'image redeviennent compatibles. Tu t'es déjà justifié après avoir fait quelque chose que tu désapprouvais normalement. Tu n'étais pas en train de mentir aux autres à ce moment-là. Tu étais en train de te réconcilier avec ton propre regard intérieur, ce même mécanisme social, retourné vers toi-même. Voilà la vérité étrange derrière ce moment dans le couloir. Le regard d'un autre n'active pas un mensonge. Il active un système ancien, conçu pour évaluer le danger social en temps réel et pour ajuster ton comportement avant même que ta conscience ait eu le temps de donner son avis. Et ce système ne s'est jamais éteint. Il s'est simplement déplacé. Aujourd'hui, le couloir vide est devenu ton téléphone. La porte qui s'ouvre est devenue une notification. Le regard d'un inconnu est devenu un nombre de vues, un commentaire, un like en attente. Tu rédiges un message, tu l'effaces, tu le réécris. Pourquoi? Parce qu'une part de toi, héritée de comportements transmis sur des centaines de générations, calcule encore comment ce message sera reçu par le groupe, même si ce groupe n'est aujourd'hui qu'une liste de contacts derrière un écran. Tu choisis une photo plutôt qu'une autre, avant de la partager. Tu hésites avant de publier une opinion. Tu regardes parfois combien de personnes ont vu une publication avant même de savoir ce qu'elles en pensent. Ce n'est pas de la vanité. C'est exactement le même mécanisme qui, il y a des dizaines de milliers d'années, décidait si tu allais être accepté autour du feu ou laissé à l'extérieur du cercle. La grande différence aujourd'hui, c'est l'échelle. Autrefois, le regard qui te jugeait appartenait à une trentaine de personnes que tu connaissais personnellement, dont tu connaissais le visage, l'histoire, les habitudes. Aujourd'hui, ce regard peut appartenir à des milliers d'inconnus, en un instant, sans visage, sans contexte, sans relation réelle. Ton système ancien de équilibration sociale n'a jamais été conçu pour gérer une audience aussi vaste, aussi rapide, aussi invisible. Et pourtant, il essaye. Chaque notification devient une micro-version de la porte qui s'ouvre dans le couloir. Chaque commentaire devient une micro-version du regard d'un inconnu. Ton corps réagit parfois avant même que ton esprit ait fini de lire la phrase, exactement comme ta posture changeait avant que tu aies eu le temps de réfléchir. Cela explique pourquoi un simple chiffre, comme un nombre de vues ou de réactions, peut influencer ton humeur pendant plusieurs heures. Ce chiffre n'est pas qu'une donnée abstraite. Pour la part la plus ancienne de ton cerveau, il ressemble à un verdict du groupe. Et un verdict du groupe, historiquement, n'était jamais neutre. Pose-toi une autre question. As-tu déjà remarqué que tu te sens différent selon que tu es seul dans une pièce ou que tu sais qu'une caméra t'observe, même éteinte? Le simple fait de croire que tu pourrais être vu suffit, souvent, à réactiver ce même ajustement automatique. Des employés qui travaillent près d'une simple photo, représentant des yeux affichés sur un mur, sans qu'aucune personne réelle ne les observe, modifient parfois leur comportement de manière mesurable, devenant plus ordonnés, plus respectueux des règles affichées autour d'eux. Le cerveau ne distingue pas toujours clairement un regard réel d'un simple symbole de regard. Il réagit à l'idée d'être observé, presque autant qu'à l'observation elle-même. Mêler ce comportement traverse aussi les générations sans distinction de culture. Des chercheurs ont observé des formes similaires d'autosurveillance sociale, dans des groupes humains très différents, séparés par des océans et des millénaires. Cela renforce une idée simple, ce n'est pas une habitude moderne. C'est une structure de comportement profondément ancrée dans l'histoire humaine, qui s'exprime aujourd'hui à travers de nouveaux outils, mais qui obéit toujours à la même logique ancienne. Alors la prochaine fois que tu sentiras ta posture changer en entrant dans une salle, ou que tu remarqueras ta voix se calmer dès qu'un collègue s'approche, ne le vis pas comme une fausseté de ta part.
Vis-le comme la preuve vivante d'un comportement qui t'a permis, à travers des centaines de générations, de rester en sécurité au sein d'un groupe. Ce n'est pas un masque qui cache qui tu es. C'est une compétence ancienne, façonnée par l'histoire et par l'expérience accumulée de tes ancêtres, qui continue de s'activer chaque fois qu'un regard se pose sur toi. Et peut-être que la vraie question n'est pas pourquoi tu changes devant les autres. Peut-être que la vraie question est de savoir combien de fois, dans une seule journée, ce mécanisme s'active sans que tu en aies jamais eu conscience. Pense à ta journée d'hier, une réunion où tu as choisi tes mots avec plus de précaution, un message que tu as relu 3 fois avant de l'envoyer, un sourire que tu as ajusté légèrement en croisant quelqu'un dans un couloir, sans même décider de le faire. Chacun de ces instants, pris séparément, semble insignifiant, mais additionné, il raconte une histoire bien plus ancienne que ta journée elle-même. Il raconte l'histoire d'un comportement transmis, affiné, conservé, parce qu'il a permis à des générations entières de rester ensemble face à un monde incertain. Ce n'est pas une faiblesse à corriger. C'est une mémoire comportementale, silencieuse, qui continue de te guider chaque fois qu'un regard croise le tien. Tu marches dans un couloir vide, une porte s'ouvre, quelqu'un entre, et en cet instant précis, ce n'est pas seulement toi qui changes de posture, c'est l'écho d'un comportement transmis depuis des centaines de milliers d'années, qui choisit à ta place comment te montrer au monde.